Rebecca, bonjour, derrière. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite commencer. Donc, mon nom est Guy Goulet, je suis président et chef de la direction de Genius Properties. Je suis un ingénieur géologue gradué de Polytechnique en 86. Donc, ça fait 30 ans que je gère des compagnies cotées à la Bourse de Toronto. Bonjour, moi c'est Victoria Smagnoto, je travaille chez Ecotech Québec, qui est la grappe des technologies propres du Québec, et ma spécialité c'est l'internationalisation et le rayonnement. My name is John Booth. I was trained as a biologist and lawyer and was an investment banker for 20 years, and I'm now a fund manager and on the board of Genius. Est-ce qu'on peut tester la souris? Yes. Deepwater Horizon. C'est le nom d'une des plateformes pétrolières qui aura causé une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire des États-Unis. 380. C'est le nombre de morts qu'il y a eu quand l'usine de Joe Fresh au Bangladesh s'est effondrée en 2013. Et plus récemment, Volkswagen qui a fait preuve d'éco-blanchiment et de fraude envers ses consommateurs. De prime abord, le lien entre ces trois entreprises peut vous sembler évident, et c'est parce qu'il l'est. En effet, ce sont trois entreprises qui ont failli fondamentalement au développement durable, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ma collègue Rebecca Cournoyer, mon collègue Julien Avant, ainsi que moi-même, Benjamin Marcoux-Marchand, sommes ici pour éviter qu'une situation semblable ne survienne à Genius Properties. Donc, d'entrée de jeu, une brève mise en contexte, nous allons venir l'étayer plus tard avec une analyse contextuelle. Genius Properties, c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur minier, qui s'apprête à faire une fusion avec une société péruvienne pour exploiter un des plus grands amoncellements de métaux rares au monde. Et ce sera au Pérou que ça va avoir lieu, dans la ville de Cerro de Casco. Et ce projet-là pourrait créer jusqu'à 5000 emplois. Donc, vous nous avez mandaté à faire un plan d'action pour justement exploiter les résidus miniers de Cerro de Casco de manière durable. Il y a deux enjeux qui se détachent de cela. Le premier et le plus important, c'est l'impact sur la population locale. Donc, dans les années précédentes, les différentes compagnies minières ont laissé la population avec 40% des enfants qui sont contaminés d'une manière dangereuse. Il y a des conditions de vie qui sont difficiles, la pauvreté beaucoup dans le secteur et une confiance envers les compagnies minières, vu l'historique, qui est un peu désuète. Et il y a justement la rentabilité du projet, qui est le deuxième enjeu très important, là où plusieurs aussi ont failli avant vous au niveau de la rentabilité de ce gisement. Donc, bref, hors du jour, tout d'abord, nous allons commencer avec une analyse contextuelle, puis enchaîner avec la présentation des parties prenantes, la stratégie proposée, l'implantation, par la suite l'échéancier, les indicateurs de performance, le budget et puis finalement un retour sur la conclusion. Donc, pour toute bonne stratégie, il faut établir de bonnes bases. Puis avec ça, on va vous présenter notre analyse contextuelle. Donc, pour ce qui est de vos forces, vous avez vraiment une volonté de prendre action. Vous voulez agir, vous voulez vous impliquer dans la communauté, donc c'est super bien. Ensuite de ça, vous avez un savoir-faire dans le traitement des eaux. Vous avez aussi déjà plusieurs actions mises en place. Par la suite, votre compagnie a une grande expérience déjà dans le secteur minier. Vous avez déjà fait d'autres projets ailleurs au Québec, en Nouvelle-Écosse. Donc ça aussi, c'est un point fort. Puis, nous avons rajouté l'équipe de contact que vous avez décidé de mettre en place pour aller au Pérou, puis rencontrer les communautés. Donc, c'est un super pas vers l'avant. Par la suite, pour les défis auxquels vous allez être confrontés, c'est certain qu'il va y avoir la confiance des parties prenantes, puisqu'elle a été un peu chamboulée, pourrais-je dire, avec les choses qui se sont passées. Donc, ça va être à reprendre.
Par la suite, il y a la santé de la population locale. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés par le plomb. Donc, ça va être de voir ce qu'on peut faire pour ces gens. Par la suite, il y a la différence culturelle et à l'international, parce que c'est ça, votre compagnie a déjà fait affaire ailleurs, a déjà des projets, mais pas au Pérou. Donc là, c'est une nouvelle barrière, c'est ailleurs, il faut faire différentes stratégies. Par la suite, pour les opportunités, donc au Pérou, il y a une université qui a déjà un département d'ingénierie dans l'université locale, donc ça peut être à prendre avec vous. Puis, il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible. Par la suite, pour ce qui est des menaces qui vont être à confronter, c'est certain qu'il y a la fluctuation des métaux puis de leur prix, puis par la suite, les pressions provenant des parties prenantes de toutes sortes. Donc, par la suite, nous avons fait une petite analyse des parties prenantes. Donc, les plus matériels, nous avons le gouvernement, les actionnaires, les employés, la communauté locale, communauté autochtone, les générations futures et les ONG. Donc, pour chacune, nous avons établi leurs préoccupations les plus matérielles. Donc, pour le gouvernement, c'est de s'assurer que le projet respecte les normes, puis s'intègre bien à la communauté du Pérou. Par la suite, les actionnaires, eux, veulent s'assurer que les risques du projet sont contrôlés, puis que le projet va être viable économiquement. Par la suite, les employés veulent avoir de la formation pour leur emploi. La communauté locale veut conserver une bonne santé de tous, puis veut vivre dans un endroit sécuritaire, bien évidemment. Par la suite, pour les communautés autochtones, c'est bien de prendre leur pouls, d'aller dialoguer avec eux. Donc, eux, leur préoccupation, c'est d'être entendus, c'est d'assurer leur intégrité. Pour ce qui est des générations futures, c'est pas une partie prenante qui peut s'exprimer, mais on a décidé de la mettre quand même là parce que c'est important d'en prendre compte pour le futur. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les impacts du projet ne les impacteront pas plus tard. Puis, pour les ONG, c'est d'assurer le bon traitement des gens là-bas. Puis, c'est ça, nous les avons cotés. Les communautés locales, c'est vraiment une des parties prenantes que nous considérons pour vous des plus matérielles. Donc, pour notre stratégie, vous allez voir, nous nous sommes basés sur 4 critères de décision qui tournent autour des 3 piliers du développement durable, donc la vision sociétale, la performance économique, l'impact environnemental et l'éthique et la transparence. Puis, ça a guidé un peu notre choix de stratégie tout au long du mandat. Donc, pour ce qui est de la stratégie proposée, elle se fait en 2 volets. Tout d'abord, il y a un volet qui sera fait plus à l'interne, donc que ce soit l'établissement de normes et de veille qui vont permettre d'établir des guides au niveau de la direction. Et puis, un volet à l'externe de l'entreprise pour faire croître son acceptabilité sociale par rapport aux communautés. Ce qui est important de mentionner, c'est que ces 2 solutions-là se font dans le respect tout d'abord des 3 piliers du développement durable, mais également à travers le prisme de l'éducation. Parce qu'on le sait, on l'a vu dans les données que vous nous avez données, il y avait un besoin manifeste d'éducation et de formation au sein des populations locales, et quel gage plus incontestable de votre bonne foi, pardonnez-moi, que d'investir en éducation. Et donc, premièrement, pour ce qui est de la veille, de la stratégie interne, pardonnez-moi, vous allez faire une veille. Donc, faire une veille, puisque les problèmes auxquels vous faites face sont très spécifiques et assez complexes. En effet, la mine que vous allez exploiter est un des plus vieux gisements en Amérique, et il y a des enjeux environnementaux complexes. Donc, faire une veille au niveau de ce qui est fait dans l'ensemble de l'industrie, mais également dans d'autres industries connexes, pour aller soulever des pistes de solutions possibles. Par la suite, l'établissement de 2 normes. Tout d'abord, la norme AA1000, qui est une norme de gestion des parties prenantes. Donc, cette norme-là servira à votre équipe de gestion pour bien, justement, interagir avec vos parties prenantes. Et puis, la norme SA8000, qui est une norme de développement durable qui est auditable. Donc, pour ce qui est de la norme SA8000, quelques points que vous devriez prendre en compte. Tout d'abord, la norme concerne l'approvisionnement raisonnable. Elle s'articule autour de 8 piliers majeurs. Elle est auditable, donc c'est un point très important puisque ça vous donne une forte crédibilité. Ça demande un système de gestion en continu du développement durable, donc c'est bon à long terme pour vous. Un plan de formation, une représentation des employés. Et puis au niveau de la norme AA1000, eh bien, il y a 3 piliers majeurs, l'inclusion, la matérialité et la réactivité. Ça vous permettra une saine gestion de vos parties prenantes. Donc, par la suite, pour le volet interne de notre stratégie que nous vous proposons, nous avons pensé créer un comité paritaire au sein des employés au Pérou. Donc, dans le fond, ça vient un peu rejoindre ce que la norme SA8000 demande, donc de créer des représentants des employés. Donc, nous, ce que nous nous sommes dit,
c'est que vous voulez avoir le pouls des parties prenantes, vous voulez avoir le pouls des gens qui habitent là-bas. Donc, quoi de mieux de demander à vos employés, par rapport à votre entreprise, qu'ils voudraient avoir leurs préoccupations concernant les conditions de travail, les relations, l'éthique, la santé, sécurité et plus encore. Donc, ça serait environ de 14 personnes, puis ça inclurait des gens de partout. Puis, vous avez demandé un positionnement. Donc, nous autres, ce qu'on vous propose, c'est un positionnement de partenaire. Donc, on ne veut pas être des alliés financiers seulement de la communauté. On sait qu'il va y avoir des dividendes au gouvernement, mais on veut aussi être des partenaires. On veut être des partenaires, pas seulement faire du financement. On veut vraiment réduire le pourcentage de travailleurs externes, donc faire travailler la communauté locale. Présentement, ça provient de l'extérieur beaucoup. Ça provient de la région où il y a une université d'ailleurs au Pérou. Mais on veut rapprocher ce cercle-là et donc avoir des gens qui viennent de plus près de la mine et justement réaliser par l'entremise d'un partenariat avec l'université pour amener les gens là-bas à la mine et devenir justement un partenaire du Pérou et de Cerro de Paso, non seulement financer l'université ou financer les différentes organisations, on va vraiment travailler en collaboration avec eux. Puis je vais poursuivre. Donc, dans le fond, pour le plan de formation à l'usine, ce qu'on veut, c'est vraiment d'engager les gens, puis qu'ils soient bien outillés. C'est un peu une problématique qu'on voyait dans le mandat. Donc, c'est vraiment pour créer de la main-d'œuvre qualifiée. Ça serait formé, comme on vous a dit, en continu avec l'université. Donc, on pourrait aller chercher des élèves, peut-être sous forme de stage ou autre programme, mais qui pourraient venir dispenser de la formation sur, encore une fois, la santé et la sécurité, les techniques du métier, puis autres, et la restauration du site minier. Donc, dans le fond, quand le projet va être terminé, pour qu'il puisse un peu se rebâtir, puis restaurer le milieu, ça pourrait être dispensé par de la formation. Donc, comme je vous disais, on veut être partenaire, on veut être un partenaire du développement de la région. Et ça passe par être responsable justement du développement environnemental de la région. Donc, au niveau du volet externe de la stratégie, c'est de délimiter d'abord les endroits où c'est contaminé. En informant les gens, c'est déjà d'abord un premier pas pour les informer du danger possible de ces régions-là. Ils pourront empêcher soit leurs enfants d'aller jouer exactement dans les zones contaminées ou simplement prévenir justement les gens d'y aller. Et c'est de créer un plan de veille préalable. Dans le fond, ça va être un plan de décontamination selon la veille qu'on aura faite par rapport aux autres entreprises. Donc, ce que je veux dire par là, la veille va servir à aller voir qu'est-ce qui a été fait ailleurs dans le monde lorsqu'il y a eu de contamination de plomb et tout ça. On sait qu'au niveau environnemental, vous avez déjà un plan de décontamination des eaux acides, d'avoir une zone tampon entre les habitations et le secteur qui va être exploité. Ça, c'est super, mais maintenant, comment faire ça? C'est avec la veille qu'on va être capable, vous serez capable probablement d'avoir les meilleurs exemples ou les best practices, excusez-moi l'anglicisme, pour faire ces différents changements-là. Donc, ça passe aussi par la gestion de l'eau et la protection contre les particules volatiles. Il ne faut pas aussi oublier les pollutions sonores et visuelles qui sont souvent oubliées. Et ces pollutions-là, bon, comment est-ce qu'on les gère et tout ça? Avec la veille, on va être capable de voir les meilleures pratiques à ce niveau-là. Donc, à partir de là, c'est d'implémenter ces meilleures pratiques-là. Et on sait aussi qu'il y a des géotextiles qui sont à remplacer. C'est aussi dans les premières étapes à faire. Donc, on ne sait pas si c'est la meilleure stratégie. Ça sera à voir avec la veille. Par contre, pour l'instant, c'est quand même ça qui empêche les particules de s'éloigner. Donc, s'il y en a qui sont défectueux, la première chose, c'est de contenir le plus de particules possible et d'informer les gens. Donc, un autre aspect de notre stratégie externe, c'est la conception d'une école de formation professionnelle. En effet, comme on l'avait vu, la ville dans laquelle vous vous installez est très, très, très dépendante de l'industrie minière. L'idée ici, c'est donc de faire une école de formation professionnelle qui permettra, entre autres, de reformer les gens de la ville qui n'ont pas de formation, ceux qui en ont, mais qui sont dépendants des mines, et ceux qui n'en ont pas. Également à ça, l'idée, c'était d'y ajouter une garderie, une école pour les enfants et les employés de la mine. En effet, c'est une préoccupation des populations locales que leurs enfants soient contaminés par les déchets toxiques qui proviennent de la mine. Quel meilleur moyen d'empêcher les enfants de se trouver près de ces zones-là que de les envoyer à l'école, avoir une éducation, se former et avoir un futur?
Donc l'idée de cette école de formation professionnelle-là, ce sera exactement ça, avoir un endroit où et les employés qui souhaitent se reformer et les habitants de la ville qui souhaitent le faire pourront y aller, mais également un endroit où les enfants seront loin d'une zone contaminée qui est les alentours de la ville. Donc, cette école de formation-là sera située en périphérie de la ville. Vous allez vous occuper des transports pour montrer votre bonne foi et mettre en place cette école. Donc, on veut que, on sait que vous avez déjà une équipe sur place qui va être là pour voir les différentes, les préoccupations de la population. Donc, une équipe de 10 employés qui va pouvoir aller voir les différentes préoccupations. On pense que ce serait bon qu'il y ait plus loin que ça, qu'il y ait voir aussi les communautés autochtones qui ont aussi une partie dans la décision des gouvernements. Et aussi les ONG, d'aller discuter avec eux, d'aller voir qu'est-ce qu'ils connaissent justement sur les spécifications du PO, mais aussi d'établir un dialogue réel et de solidifier les relations avec le gouvernement. C'est vraiment les deux objectifs de cette stratégie pour rendre le projet des mines acceptable et inclure tous les partis. Donc, dans le fond, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais ce que nous vous conseillons, c'est que selon un guide que le Conseil patronal de l'environnement du Québec a déjà créé, c'est un guide sur les bonnes pratiques de l'acceptabilité sociale d'un projet. Puis nous vous conseillons vraiment pour votre projet de vous baser sur les 5 plus grosses étapes de ce guide. Donc c'est vraiment, premièrement, la recherche et la consultation préalable, l'information, l'évaluation et la consultation, la réalisation du projet, l'exploitation de celui-ci, puis la fermeture et l'après-projet. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tout au long du projet, vous allez dialoguer, vous allez faire de l'amélioration continue avec les parties prenantes, vous allez aller évaluer le terrain, les impacts de votre projet et plus encore pour s'assurer qu'il soit bien accepté. Pour ce qui est de notre échéancier, on aligne le court terme et le moyen terme sur le long terme. C'est vraiment important. Et on commence par faire un plan sur 5 ans qui sera ensuite réévalué face aux différents résultats qu'on a eus, autant économiquement, autant que les impacts qu'on est capable d'avoir sur que vous allez être capable d'avoir sur les communautés. Donc, c'est d'abord de dialoguer et de la formation interne qui sera faite, et cela en continu sur les 5 années, donc par petite initiative. Par contre, l'implantation des normes et la veille va prendre beaucoup d'énergie pour les 2 premières années. Aussi, le zonage pour les zones de contamination, ça sera fait dans la première année et le remplacement des géotextiles aussi. Par contre, il est possible que dans la 2e année, il y ait aussi à remplacer d'autres géotextiles par la suite. Pour les années 1, 3, 4 et 5, ce sera justement de voir si on remplace les géotextiles complètement par d'autres moyens de contenir ces débris-là ou si on continue avec ceux-ci. Ensuite, il va y avoir la création du centre de formation. Donc, on parlait de 2 années. C'est sûr que s'il y a un bâtiment à l'extérieur de la ville qui pourrait marcher, ce serait bon de lui donner une 2e vie et d'en faire notre centre de formation, votre centre de formation. Par contre, si ce n'est pas possible, il va falloir faire la construction de celui-ci. Et la mise en marché du centre de la mise en marche du centre de formation serait faite à partir de la 3e année. Ainsi que le plan de décontamination à long terme qui pourrait être étalé sur les 15 dernières années, sans oublier la création du comité paritaire qui serait faite à partir de la 2e année et qui continuerait justement en continu au fil des ans. Donc, pour ce qui est des indicateurs de performance, on avait ciblé pour vous quelques-uns qui auraient pu être bénéfiques. Donc, premièrement, le nombre de plaintes qui va être intéressant à suivre parce que suite aux plusieurs dialogues que vous allez faire, ils vont probablement baisser. Par la suite, la masse salariale qu'on donne aux employés, le nombre de formations, le nombre d'initiatives qui va être réalisé par le comité paritaire au sein de la mine là-bas. Donc, c'est tous des indicateurs qui pourraient vous être bénéfiques à mesurer vos objectifs. Donc, pour ce qui est du budget, en fonction de la stratégie proposée, il y avait 5 dépenses majeures que nous avons soulevées. Tout d'abord, l'implantation des normes. Nous avons prévu un budget de 100 000 $ la première année et 100 000 $ la deuxième. Pardonnez-moi, une coquille, c'est pour les normes et la veille. Donc, la veille va se faire sur 2 années. C'est pour ça que les montants sont sur 2 années. Et les montants pour faire l'audit de la norme ne sont pas là, parce que ce seront des coûts récurrents à chaque année. Pour ce qui est du centre de formation professionnelle, nous avons
prévu 3 millions la première année, 2 millions la seconde, et ensuite des sommes assez importantes de 600 000 par année, puisqu'on veut offrir de la formation en continu. Par la suite, la formation à l'interne. 400 000 la première année, ce sera pour établir les programmes, s'assurer que le personnel qui dispensera les formations sera bien formé. Et par la suite, 200 000 continuellement. Comme on l'avait mentionné plus tôt, on veut ramener le pourcentage de travailleurs externes de 45 à 30 donc, resécurisation des terrains, pardonnez-moi, 1 million par année, c'est un travail constant. Il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là, donc encore là, des sommes importantes. Et puis, un montant pour les imprévus calculés sur un pourcentage des sommes plus haut. Donc, au total, ça fait au bas mot environ 14 millions. Donc, ça, c'est environ 40% d'un 6% qui avait été calculé sur les 566 millions qui étaient les revenus prévus de la mine. Donc, nous vous conseillons de ne pas voir ça comme des dépenses, mais plutôt comme un investissement, puisque à long terme, ça pourrait vous permettre d'avoir d'autres contrats ou bien de démontrer votre bonne foi au gouvernement local. Donc, un petit retour. C'est toutes les solutions que nous vous avons proposées. Donc, une école de formation, la mise en place pour mitiger les impacts des prédécesseurs et plus encore. Et comme mot de la fin, dans la vie comme dans le monde des affaires, le seul moyen de se prévenir contre le changement de paradigme, c'est d'être constamment à l'avant-garde des changements qui nous guettent. Et donc, le développement durable, c'est l'avant-garde. Le développement durable, c'est l'avenir, et puis l'avenir vous appartient. Merci, nous allons être prêts pour vos questions. Merci beaucoup de la présentation. Vous avez dans une de vos stratégies, enfin de vos initiatives plutôt, parlé de comment informer, délimiter des endroits qui sont donc des zones dangereuses et informer la population. Est-ce que vous avez des idées de comment on peut le faire concrètement, ce passage d'information-là? D'abord, ce serait de faire de l'affichage donc sur place qui indique vraiment que cette zone est contaminée et avertir la population. Donc, soit par des panneaux, par des clôtures qui pourraient être pas nécessairement, qui empêchent nécessairement de traverser, mais qui permettent juste d'avertir les gens que cette zone-là est contaminée. Donc ça serait tout d'abord, mais ensuite de ça, il pourrait aussi avoir soit une map ou une carte qui indiquerait et délimiterait les différentes zones qui sont contaminées par rapport à leur territoire. Moi, je regarde tes budgets. Vos budgets sont importants, sont bons dans le social, dans l'enseignement. C'est excellent. C'est ça qu'il faut vraiment faire. Je te pose la question. Nous autres, on s'en va là. Évidemment, on a des actionnaires. Il va falloir que dans l'équation, il y ait du rendement. Les membranes qui sont là, pour regarder dans votre cas, les membranes, c'est-tu vraiment la bonne solution? Vous parlez de les remplacer. Je ne veux pas les remplacer, moi. Je veux trouver une autre solution. Parce qu'après ça, on va les remplacer, puis 3 ans après, on va les remplacer, puis on va les remplacer encore. Puis de toute façon, il faut les enlever, les membranes. Il faut exploiter ce tas-là, ce stockpile. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de budget social qui est très, très bon. Mais tu sais, il va falloir que j'arrive. Je vais juste vous mettre dans le contexte un peu, là. Comment c'est bâti, ce stockpile-là? C'est que cette mine-là était encore économique quand ils l'ont fermée. Okay? Donc, ils sortaient de la mine 20 000 tonnes à tous les jours. Puis le moulin pouvait en processer 13 000 par jour. Donc, ils envoyaient leurs 13 meilleurs milliers de tonnes au moulin. Puis les 7 000 autres, bien, ça bâtissait le stockpile. Donc, vous vous disiez que mon stockpile n'est pas si riche que ça. Il est riche, mais il y a beaucoup d'investissements là. Il va falloir peut-être sortir les membranes de là, puis plus les remettre, les membranes. Vous n'avez pas pensé qu'on pourrait peut-être déplacer une portion de la ville qui est très, très proche de... Vous m'avez parlé, je pense que... Oui, ben, tout à fait. En fait, après ma barre, la population a dit qu'elle avait de la difficulté à bouger. Elle voulait rester là, près des installations, parce que leurs emplois sont là. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'enlever les membranes? C'est sûr qu'il va falloir faire attention parce que les particules vont aller contaminer d'autres endroits lorsque vous allez retirer les membranes. Donc là, à ce moment-là, je pense que la veille est encore plus importante du fait qu'on peut aller voir ailleurs qu'est-ce qu'ils ont fait quand il y avait des résidus, leurs membranes
Est-ce qu'ils ont enlevé? Est-ce qu'ils ont remplacé? On sait que le géotextile, c'est peut-être pas la meilleure façon de couvrir. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Donc, à ce moment-là, de notre côté, on n'est pas ingénieur, donc on ne connaît pas la meilleure façon de le faire. Par contre, les retirer complètement, il va falloir faire attention à l'impact que ça allait contaminer d'autres endroits. Moi, c'est surtout ça qu'on avait vu qui pourrait être difficile. Donc, pour l'instant, nous autres, ce qu'on proposait, c'était de patcher, excusez-moi l'expression, les trous où la membrane était brisée, mais pas nécessairement de la changer au complet. Donc, C'était une question difficile là, pour... Your long-term decontamination plan in your timeline doesn't seem to match anything in the budget. What are you thinking in terms of the cost for that, and what years are you going to be spending what? Can we just re-show the budget slide? Absolutely. The timeline? Yeah, exactly. Quite sure. Tu mets l'échéancier, s'il te plaît. yes. Oui, sorry, c'est une coquille dans l'échéancier, c'est seulement ça en fait. Ce qui est en rouge, ça indiquait qu'on le faisait dès maintenant. Puis c'est seulement les premières cases qui vont échapper. Si je peux renchérir les deux premières années, ce qui se produit, c'est le remplacement des géotextiles et la délimitation des zones qui étaient dans le budget. À partir des autres années, c'est là qu'embarque le nouveau plan de C'est quoi le coût pour le faire? Ah, au niveau du budget. Budget. Donc, Les personnes des terrains, mais voilà. Dans l'année 3, il est où? c'est inclus dans la sécurisation. À partir de l'année 3, donc c'est le même budget. C'est inclus? Oui, tout à fait. Donc on regarde 1 million par année. La période de questions est terminée. C'est quoi?